Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, notez-le sur Apple Podcast et désormais Spotify. Merci pour votre soutien, c'est ce qui rend visible La Boussole. Prenons maintenant la direction de Paris. J'avais enregistré à distance une conversation intense et dense avec Arnaud Barboteau, le fondateur d'OTA, qui a créé des sneakers dont la semelle est en pneus recyclés. Il aura fallu plus de 2 ans de tests et une détermination sans faille pour lancer OTA. Avec Arnaud, nous avons parlé de la durabilité de ses produits, d'accompagnement, de pédagogie et surtout de transparence. Un épisode garanti sans bullshit ni greenwashing. Bonne écoute! Bonjour Arnaud. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. C'est la recommandation d'un de mes invités, donc Olivier Siragino, que j'avais reçu un petit peu avant les fêtes de fin d'année sur le podcast et qui m'avait vivement conseillé de te rencontrer pour échanger ensemble sur OTA, la marque de basket que tu as créée à partir de pneus recyclés. Mais avant de parler d'OTA, je te propose qu'on revienne ensemble sur ton parcours, puisque tu as une expérience riche de plusieurs années en marketing stratégique, management projet, achat. Est-ce que tu veux nous parler de toutes ces années au sein plutôt de grands groupes d'ailleurs? Tout à fait, ouais, exactement. Merci à toi pour l'invitation. Moi, je viens background école de commerce. Et après, j'ai eu pas mal d'années d'expérience dans la grande distribution au niveau du textile. D'accord. Donc, j'étais acheteur soit dans le marketing textile, soit au niveau des achats textiles dans des grands groupes, des grandes centrales d'achat en grande distribution. Et en gros, tous les 6 mois, j'étais amené à me déplacer en Asie, à partir rencontrer les usines pour acheter des gros volumes, pour après les rapatrier en France et les mettre dans les différents points de vente. Donc voilà ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années dans 2 centrales d'achat différentes. Après, j'avais déjà à la base, ce côté un petit peu environnemental, enfin à faire attention, à vraiment, enfin à avoir une petite conscience, on va dire. Écologique, à faire attention un petit peu à ma façon de consommer, à ma façon d'acheter, etc. Et c'est vrai que ce que j'ai fait en grande distribution là, pendant une dizaine d'années, ça allait un peu à l'encontre de ce que de mes valeurs, parce que typiquement, en grande distribution, en fait, je parle de grande distribution, mais c'est la même chose sur dans les enseignes de fast fashion si on parle de textile. C'est que le point d'entrée, ça reste le prix au niveau du produit et qu'on va nous demander les objectifs. En fait, ça va être sur de la marge, ça va être sur du prix, ça va être d'être le moins cher possible. Et pour ça, ça m'arrivait parfois de dire, ok, pour récupérer au niveau de la marge par rapport aux objectifs qu'on me donne, je négocie avec les usines pour retirer une couture à un endroit parce que j'allais gagner 3 centimes par produit acheté, et que sur le volume, ça devenait conséquent. Mais en retirant cette couture, je savais pertinemment que le produit allait pas durer dans le temps, qu'au bout de 3 lavages, il allait être bon à jeter parce que il allait plus ressembler à rien, plus être confortable, etc. Donc c'est ça qui m'a fait un peu m'interroger, à me dire c'est pas forcément ce que je souhaite, c'est pas forcément ce que je souhaite proposer, ce que je souhaite faire. Voilà, ça a été un petit peu le point de départ, même si j'avais un terreau fertile pour ce type d'initiative et de projet éco-responsable. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de te lancer vraiment, enfin entre
avoir la sensation qu'on n'est pas forcément aligné sur ce qu'on fait en fait dans notre travail, et après sauter le cap, créer son entreprise, créer des produits, les faire produire, etc. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Alors c'est hyper compliqué parce que c'est ça, je le dis souvent, en fait c'est il faut vraiment se sentir prêt, quoi. Et c'est j'ai eu des idées d'entreprise, des idées de business depuis longtemps avant. Et en fait, je pense que j'étais tout simplement pas prêt, j'étais pas assez mature, j'étais pas pas avoir les épaules pour faire ça, parce que en fait, se lancer dans une entreprise, c'est quand même un parcours du combattant absolument dingue. C'est hyper compliqué, il y a un nombre d'embûches incalculable, il faut faire preuve d'une résilience, mais comme rarement j'ai vu. Et c'est vrai que jusque là, je prenais mon mal en patience en faisant quelque chose, un travail qui me correspondait peut-être pas forcément, mais parce que je sentais que j'étais peut-être pas prêt à faire autre chose, en fait, tout simplement. D'accord. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir mon idée de projet qui a émergé au même moment où je me sentais à maturation, en fait, pour pouvoir me lancer dans ce type de projet. Et alors l'idée, donc mon idée, enfin mon projet qui est lancé depuis 2 ans et demi maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, c'est de proposer des baskets avec des semelles en pneus recyclés, donc découpées directement dans un pneu usagé et incorporées à une semelle classique. Et cette idée-là, je l'ai eue en fait en voyant une énième photo d'enfants en Afrique qui s'est découpé dans un vieux pneu, un rectangle, et avec une corde, il s'en est fait une sandale. Et je me suis demandé en fait pourquoi ça n'existait pas sur des chaussures classiques que je pouvais porter tous les jours. Partant du principe déjà que ça permettait peut-être de recycler un peu les pneus, déjà ça pouvait aider au recyclage des pneus, et que en plus une semelle en pneu recyclé, si la semelle est en pneu, je pars du principe qu'un pneu qui a fait 40 000 ou 50 000 kilomètres sur la route, il pourra largement tenir quelques dizaines de kilomètres au pied des gens, donc ce serait une semelle qui serait vraiment costaud. Donc voilà, donc ce qui m'a, pour répondre à ta question, ce qui m'a lancé, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est d'avoir une idée que je trouvais pas inintéressante et de me sentir prêt vraiment à me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et également, quand je dis me sentir prêt, c'est moi personnellement, mais aussi mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, qui sont là pour soutenir. Et ça a été des longues discussions avant de me lancer. Et aujourd'hui, tout le monde me soutient autour de moi, et sans ça, ce serait franchement, c'est pas possible, quoi. Et donc, on a vraiment besoin de soutien, des proches. Et avant de se lancer, c'est bien de s'en assurer, quoi, tout simplement. C'est tellement important. En fait, c'est tellement compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat que je trouve, alors c'est juste mon avis, mais que c'est très important d'avoir l'approbation de son entourage et de pouvoir compter sur leur soutien sans faille, que ce soit votre famille proche, les amis, pour que dès que vous avez un coup de moins bien, que les gens soient là pour vous soutenir, quoi. Et oui, ça, c'est vraiment hyper important, et je le vois tous les jours, hein. Ouais, non, mais c'est certain. Et puis même, du coup, quand tu te lances aussi, comme toi, on avait un métier où j'imagine que ton salaire était plutôt sympa, que tu te lances, même si, ok, on est accompagné en France et tu te retrouves pas avec zéro, mais néanmoins, il y a quand même l'aspect revenu est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, et il faut que l'entourage soit ok aussi là-dessus, quoi. Exactement, et c'est vrai que j'ai revu, mais voilà, hein, je pars peu en vacances. C'est ma femme qui prend la relève au niveau des finances dès qu'il y a un petit coup de moins bien, etc. Voilà, c'est obligatoire, et ça, il faut être sûr de ça avant de se lancer, parce que sinon on va faire face à des déconvenues. Oui, non, c'est sûr. On a déjà assez à faire à essayer de se lancer dans l'entreprise. Ouais, non, c'est certain. Et donc, une fois que t'as ton idée, comment ça se passe pour la rendre concrète et puis avoir les premiers prototypes de basket? Quelles sont les démarches que j'imagine qu'il faut dessiner, trouver les matières, un endroit pour produire? Comment tu arrives à gérer toutes ces étapes-là? Très compliqué, parce que là, on parle d'une semelle avec du pneu recyclé à l'intérieur, ce qui n'existait pas du tout jusqu'à présent. Moi, j'ai mis 2 ans et demi en fait à la développer, cette semelle. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai compris en fait pourquoi personne l'avait fait jusque-là. A priori, c'est parce que c'était hyper compliqué en fait.
Donc du coup, ouais, il faut encore une fois faire preuve de résilience, d'obstination et j'ai tout simplement fait des recherches. J'ai rencontré des fournisseurs de pneus, enfin des usines de recyclage de pneus, ce genre de choses. J'ai commencé à discuter avec des usines de chaussures que je suis allé rencontrer au Portugal pour leur demander des avis. J'avais fait une première petite prod de semelles en pneus qui ressemblait mais vraiment à rien. Pour aller leur demander des conseils, ce genre de choses. Et en fait, tu tâtonnes non-stop. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai tâtonné, j'ai fait des essais avec différentes usines. Et il fallait que je réussisse à convaincre les usines aussi de tester un nouveau matériau, qu'elles prennent sur leur temps et qu'elles investissent de leur côté et qu'elles mettent des personnes à travailler dessus pour tester, parce qu'on savait pas du tout ce que ça allait donner. Donc pendant 2 ans, c'est ce que j'ai fait. Avant de pouvoir lancer un produit, quoi. Et après, la problématique d'un nouveau matériau comme ça, c'est que dans le temps, on sait pas non plus comment, malgré tous les tests que j'avais pu faire, on sait pas non plus comment ça va durer dans le temps, parce que c'est de nouveaux matériaux. On se pose un petit peu on plonge dans l'inconnu, en fait. Mhm. Et au bout de 6 mois, je crois, 6-8 mois, je me suis rendu compte de problèmes au niveau de l'utilisation de cette matière. Je rentre pas dans les détails techniques parce que c'est très compliqué, mais l'utilisation du pneu faisait que ça avait des répercussions sur la semelle. Donc il a fallu que je revoie tout le process industriel. J'ai tout arrêté, j'ai revu tout le process industriel, j'ai changé de partenaire industriel pour tout repartir de zéro, en fait, et refaire des tests, etc., pour arriver à quelque chose qui maintenant, sans mauvais jeu de mots, tient la route. Non, mais c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même hyper lourd aussi. Enfin, tu vois, de toutes les démarches à mener, j'imagine que t'as peut-être eu des moments de découragement, ou enfin, comment t'as réussi à gérer toutes ces phases? C'est encore une fois l'idée, enfin je me répète, mais le coup de lancer son entreprise, d'être entrepreneur, c'est vraiment, en fait, c'est les montagnes russes. Mhm. C'est-à-dire qu'un jour c'est vraiment absolument dingue parce qu'on a trouvé une solution incroyable, on a réussi à faire quelque chose qu'on essayait de faire depuis plusieurs mois, et le lendemain, ouais, on est complètement hyper bas parce que on s'est rendu compte d'un nouveau problème ou que enfin voilà, en fait, c'est vraiment les montagnes russes. C'est ce que je dis à ma femme à chaque fois. Et je dis, je suis désolé si parfois je peux être un petit peu relou, mais en fait, on vit, on y met tellement notre tripes et notre cœur que on le vit à 100%, quoi. En fait, oui, t'as des moments où t'es un petit peu moins bien, des moments où t'as énormément de moments de doute, etc. Et c'est là où justement l'entourage proche est hyper importante, que ce soit la famille ou les amis, encore une fois, parce que c'est eux qui, dans ces moments-là, vont soutenir la personne, vont l'aider, vont essayer de l'accompagner, de lui trouver des idées même, ou juste être là, quoi, juste être présent. Et s'il n'y a pas cet entourage qui est autour, moi je pense que j'aurais laissé tomber de bien avant, quoi. Mhm. Et est-ce que tu t'es fait conseiller? Est-ce que tu fais partie d'un incubateur? Est-ce que tu as rejoint des réseaux d'entrepreneurs? Comment tu t'es entouré aussi de personnes qui sont pas du cercle proche et qui du coup peuvent avoir un regard aussi intéressant sur ton entreprise? Ouais, ça c'est hyper important. Pareil, quand on lance une entreprise, c'est vraiment pas rester seul dans son coin. Et ça, j'ai eu la chance de rencontrer des très bonnes personnes, très humaines et bienveillantes, qui étaient là pour aider et pour accompagner. J'ai été dans un incubateur, plutôt tech, mais qui était adossé à des écoles. École de design, école de dev, etc. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer des étudiants qui pouvaient m'aider sur pas mal d'aspects. Après, j'ai été aussi sélectionné par 2 programmes d'accompagnement qui sont Look Forward de showroom privé, Oui. et Au-delà du cuir, qui dépend de la Fédération française du cuir et de la chaussure. Et ça, en fait, c'est des programmes d'accompagnement au-delà des subventions, des aides financières. Il y a aussi des vrais conseils, que ce soit juridique, que ce soit produit, que ce soit ou même réseau. Et typiquement, j'ai eu la chance par exemple de rentrer en contact, de rencontrer le fondateur de Monsieur Moustache, un des fondateurs de Monsieur Moustache, qui est une personne vraiment hyper cool, hyper sympa, et
va donner beaucoup de conseils, qui, si j'ai un problème, bah, je lui demande. Pareil, par le réseau Entreprendre, j'ai rencontré le fondateur d'Easy Peasy, qui est un mec adorable. Et quand j'ai dû faire le changement de nom, Easy Peasy avait dû changer de nom également à ses débuts. Voilà, il m'a aidé, il m'a donné des conseils, tout ça. Enfin, et tout ça, c'est hyper important, justement, de pas être seul dans la vie privée en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans la vie professionnelle. Et la dernière chose, c'est que au niveau des bureaux, j'ai rejoint des bureaux, un coworking et showroom partagés avec que des marques éco-responsables. Donc on a tous un peu la même envie de mieux faire. Et il y a des marques, alors c'est Noyoko qui s'occupe de ça, la marque Noyoko, et qui propose ces bureaux-là dans le 10e à Paris, et il y a des marques comme Loom, qui sont hyper engagées sur la qualité des produits, etc. Il y a l'Alchimiste qui fait du soin du linge éco-responsable, Vallée de Pique qui fait de la maroquinerie. Enfin, il y a plein de marques engagées, et en gros, on est tous ensemble, et dès qu'il y en a un qui a un souci, qui a une interrogation ou quoi que ce soit, il a juste à lever la tête et il pose la question. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour l'aider, qui aura une info, qui pourra l'aiguiller sur quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est hyper important de pas être seul dans son coin, parce que en fait, tout seul, je pense qu'on y arrive. Enfin, moi, j'y arriverai pas tout seul. Oui, non, mais c'est certain. Je pense que c'est très important de pouvoir compter sur l'appui d'autres pour faire avancer ses projets. Et je pense que la véritable accélération, elle est aussi là. Il y a certes les moyens financiers, mais il y a aussi toutes les personnes qui nous entourent, qui permettent qu'on aille plus loin avec nos projets. Et en parlant d'aspect financier, comment tu as géré le fait de produire ta première collection de baskets? Est-ce que tu as fait un crowdfunding? Comment t'as géré ça? Alors déjà, au niveau financier, avant le lancement, il y a beaucoup de dépenses, Oui. avant même de lancer, parce que quand je parlais de 2 ans et demi de développement, développer des échantillons, trouver les usines, voyager pour les rencontrer, mettre en place un site web, déposer le nom de marque, déposer des statuts d'entreprise, enfin tout ça, ça a un coût. Donc il y avait déjà des frais avant même d'avoir le produit de prêt. Donc ça a été sur fonds personnels et ce qu'on appelle en love money. Donc j'ai mon premier cercle familial qui m'a aidé financièrement pour pouvoir lancer. Et ensuite, pour commencer au niveau de l'entreprise, j'ai fait ce que font toutes les jeunes marques de toute façon, c'est un crowdfunding avec Kickstarter. Moi, j'ai fait ça avec Kickstarter parce que d'une part, ça permet de faire des préventes et du coup d'avoir une trésorerie positive, de prévendre tout simplement, et de pas avoir à sortir de la trésor pour faire un stock qu'on n'est pas sûr de vendre. Oui, tout à fait. Et deuxième point positif, c'est que ça permet aussi de tester le marché. Ça permet de voir si le marché répond favorablement, si les gens ont l'air intéressés par cette offre, ou si personne n'adhère au concept et au projet. Donc j'ai fait un crowdfunding pour le lancement, pour la première production, et après ça s'est très bien passé. Franchement, c'est vrai que ça s'est hyper bien passé, et aujourd'hui je suis en autofinancement depuis le lancement, et j'y vais petit à petit, tranquillement, à mon rythme. J'ai pas envie de me cramer les ailes, et ça se passe jusqu'ici, ça se passe pas trop mal, quoi. Et du coup, cette campagne, t'as donné de la visibilité, j'imagine. Alors, visibilité, Pas trop. Alors si, non, si quand même. Non, je te dis une bêtise. C'est ouais, parce que en fait, j'ai eu aussi pas mal de blogs qui ont commencé à s'intéresser au projet. Alors des petits blogs, tout ça, machin, et ça commence à faire de la visibilité. Non, c'est vrai. Non, je te dis une bêtise. Et après, bon, la visibilité que j'ai eue, c'est en participant à des salons. Des salons pour présenter le concept, le projet. Et après, la chance que j'ai eue aussi, c'est beaucoup de presse qui s'est intéressée à cette idée de recyclage de pneus en semelle, parce que aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a un problème avec la gestion des déchets, qu'il y a un souci, qu'on a un souci à ce niveau-là, et que j'arrive au bon moment avec quelque chose d'intéressant et de sympathique. Oui, parce que les produits sont très beaux. Enfin, tu vois, moi, j'aime bien les belles baskets, j'avoue. Et mon mari aussi. Et tu vois, clairement, l'idée première, c'était de proposer un beau produit, parce que
j'estime que même tu peux être le plus éco-responsable, durable, le plus irréprochable possible, si ton produit il est pas beau, personne n'en voudra, tu vois. Donc, Oui, moi, ma première clé d'entrée, c'est de dire, je veux un beau produit que les gens ont envie de porter. c'est sûr. Euh, et du coup, c'est pour ça que je me donne beaucoup de mal sur le design, sur les qualités de finition, sur trouver les usines qui vont vraiment bien faire les choses. Et ça se joue parfois à des micro-détails, mais je veux vraiment que le produit plaise, en plus d'être éco-responsable. C'est un peu Mm. ça l'idée. Et puis finalement, tu as réussi à avoir une production qui est européenne, Oui. avec la partie cuir qui vient d'Italie et puis la partie confection assemblage qui est au Portugal. Comment tu les as trouvés? Alors ouais, le Made in Europe, ça c'était vraiment une envie de ma part parce qu'après avoir passé 6 ans en allant en Asie, voir les usines, j'avais vu des choses qui m'avaient pas trop plu. Je trouvais ça un peu, enfin voilà, j'avais pas envie de revivre ce genre de choses. Et du coup, le Made in Europe, ça a été absolument, enfin quelque chose qui m'a paru mais tellement, enfin tu vois, je me suis même pas posé de questions. Ouais. Parce que bah, ça permet déjà d'avoir un sourcing proche, d'avoir un sourcing qui est tout dans au même endroit. Mhm. Et je produisais en Europe pour le marché européen, donc ça me permettait d'avoir un sourcing proche. Après, au niveau des conditions de travail, ben, on sait qu'en Europe, le travail des enfants, c'est interdit. On sait qu'il y a les salaires minimums, qu'il n'y a pas de travail forcé, comme on commence à en entendre parler en Chine avec les Ouïghours, la communauté ouïghour. Donc j'avais tout ça qui me permettait d'être sûr. Le fait de travailler avec des cuirs italiens, ça me permettait d'être sûr qu'il y avait la réglementation REACH qui est Mhm. obligatoire en Europe et que c'était pas et que même s'ils le font en Inde ou en Chine, on sait que bah enfin voilà, on va pas se mentir, il y a beaucoup de dessous de table et des certificats qui sont achetés tout simplement. Donc, au moins, j'étais sûr en Europe de pas avoir ce genre de problématique-là. Et après, bah, comment ça se passe? Bah, ça se passe. En fait, c'est hyper facile. Hein. Enfin, je les ai contactés. J'ai contacté différentes usines. J'ai les designers avec qui je travaille qui m'ont donné des infos Mhm. aussi. Ou voilà, en fait, c'est en discutant à droite à gauche et en allant sur place, en allant les rencontrer. Et à chaque fois, là, moi, je travaille que avec des usines. C'est hyper drôle. Les usines avec qui je travaille, c'est il y a le fils, en fait c'est familial, c'est Mhm. le père et le fils généralement, ou j'ai la mère et la fille aussi d'ailleurs, D'accord. c'est pour trop misogyne, et c'est les enfants qui parlent anglais, donc avec moi, et les parents qui parlent pas un mot d'anglais, qui parlent qu'en portugais, et c'est hyper drôle quoi, c'est franchement, enfin c'est hyper agréable quoi, c'est hyper sympa de se dire bah ok je travaille avec des petites usines à taille humaine qui font bien les choses, où c'est familial, c'est artisanal, et je préfère ça à une énorme usine qui va sortir, je sais pas combien, une dizaine de milliers de paires par an en Asie, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. C'est que le Portugal, pour ça, a à la fois un vrai savoir-faire et un tissu. Enfin, c'est l'impression que j'ai d'entreprises locales qui est quand même assez riche. Ouais, complètement. Et ils ont un vrai savoir-faire, comme tu dis. J'ai été bluffé, moi, de la qualité des chaussures Mm. qu'ils font là-bas. Alors, ils partent de très beaux matériaux que que tu peux avoir en Italie, mais ils ont un savoir-faire vraiment très, très fort. Et au début, je m'étais intéressé au Made in France, par exemple. Oui. Je trouvais ça, enfin, je voulais pas enlever cette piste-là. Et il y a deux choses qui m'ont détourné de ça. Déjà, le prix. Parce qu'au niveau du prix de vente aujourd'hui, je sors autour de 150 euros, ce qui est le prix d'une Nike Air Max faite en Inde sans cuir. Donc je sors à autour de 150 euros, mais si j'avais fait du Made in France, la chaussure serait sortie autour entre 250 et 280 euros. Mhm. Donc ça, c'était le premier point qui m'a dit, ok, je peux pas faire du Made in France. Et le deuxième point en plus, c'est qu'au niveau qualité de la chaussure, et ben, je trouvais que ce que je voyais au Portugal, c'était plus qualitatif que ce que je pouvais trouver en France, parce qu'il y a un vrai savoir-faire là-bas, il y a énormément d'usines. En fait, c'est un vrai bassin de production pour de la chaussure. Mhm. Alors qu'en France, ben, c'est franchement à l'abandon. Il y a certaines personnes qui essaient de le relancer à droite à gauche, etc. Mais c'est pas un vrai bassin. Ce n'est plus un vrai bassin de production. Donc, au Oui. niveau de la qualité perçue, la beauté du produit encore, de la main, parce que le façonnage c'est hyper important. Ben, je trouvais pas ce que je souhaitais, quoi. D'accord. Oui, mais c'est vrai que j'entends vraiment de plus en plus autour de moi parler du Portugal et sur le textile, sur la chaussure, qui font vraiment Très un très 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 chouette travail.
Et Exactement. c'est génial, quoi, parce que finalement, le Portugal, c'est vraiment pas loin. Oui, Et quand on veut se lancer et proposer des produits qui sont responsables, mais à un niveau de prix, comme tu dis, qui reste acceptable pour pouvoir aussi toucher le plus grand nombre. Parce que c'est quand même aussi ça l'objectif, quoi. Cette mode responsable, elle soit quand même accessible. exactement. Et du coup, bon, une fois que tu as tes produits, tu as fait, ces préventes sur Kickstarter, comment tu gères la distribution? Donc, tu as un site de e-commerce. Est-ce que tu as un réseau de distributeurs? Comment Ouais. tu gères Alors ça? moi j'ai tout de suite mis en place le e-shop évidemment suite au Kickstarter et après un mois après le lancement commercial j'étais en présence sur un salon qui s'appelle le Who's Next à Paris Oui, qui était en septembre je me souviens et en fait ça il y a eu un accueil vraiment très très cool et très positif autour de la marque. En fait, au bout de 6 mois, j'étais présent dans une dizaine de pays en Europe et au printemps Haussmann. Donc, il y avait vraiment une vraie attente du marché, j'ai l'impression, sur ce type d'offre qui était différenciante, encore une fois, dans le monde de la basket et éco-responsable, avec du recyclage de cette manière-là. Et puis maintenant, après, au niveau de la distribution, donc j'ai soit des boutiques avec lesquelles je travaille dans toute d'accord. l'Europe, soit le e-shop. Et là, je commence à travailler depuis janvier. Je travaille avec un distributeur sur le marché japonais. Mhm. Là, je suis en contact aussi. En fait, j'ai des demandes sur le marché US aussi, ce genre de choses. Voilà. Donc non, ça se passe plutôt bien. C'est chouette en tout cas. J'imagine que. Est-ce que tu t'attendais à ce que l'accueil soit aussi enthousiaste? Enfin, des fois on Je, rêve, hein, mais. En fait, oui, sinon je me serais pas donné autant de mal. Je vais pas dire. Enfin, je me disais que vraiment cette semelle en pneus recyclés, enfin, c'est quand même, c'est une idée qui est toute conne, mais qui a été compliquée à mettre en place, mais enfin, qui fait sens, quoi. À chaque fois que j'en parle aux gens, ils disent, ah bah ouais, c'est pas cool. Bah ouais, forcément, ouais, mais il fallait juste le faire, fallait avoir l'idée, et puis le faire, et puis trouver la solution technique, Mhm. etc. Et en plus, alors sur cette semelle en pneus, l'autre chose aussi qui est quand même hyper cool, c'est au niveau de la durabilité de la semelle. Vraiment sur la dureté de la semelle. Oui, Parce que j'ai fait des tests justement au niveau c'est ce qu'on appelle des tests d'abrasion. Et pour voir en fait si elle s'use plus vite ou moins vite que les autres semelles quand on marche, tout simplement. d'accord. Et c'est vrai que là, les tests que j'ai faits, j'ai des résultats qui sont absolument oufissimes par rapport à toutes les autres semelles. Je vais pas balancer le nom de marque, mais j'ai fait les tests avec différentes marques très connues sur le marché qui sont hyper répandues, etc. Et ma semelle, elle est 20 à 50% moins abrasive que l'ensemble des autres semelles. Donc en gros, elle s'use moins, quoi. C'est un peu Oui. une semelle increvable, quoi. Ah c'est Donc ça, super. c'est une positive. Donc ça veut dire que c'est un produit qui va durer dans le temps. On va jamais avoir une semelle qui va se trouer. Mhm. Et là, je suis même en train de faire des tests avec des chaussures de l'armée. D'accord. Parce qu'on m'a même dit qu'a priori, suivant les résultats que j'ai eus, j'ai des meilleurs résultats que les chaussures de l'armée. Donc ça me Ouais, c'est fou semblerait. ça. Ouais, non, mais c'est bon. Donc en gros, au-delà de faire du recyclage avec cette semelle, l'idée c'est aussi de proposer une semelle qui va vraiment durer dans le temps, quoi, qui va durer hyper longtemps. Oui, oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, je trouve ça génial. Enfin, je trouve déjà l'idée top et je trouve que c'est encore plus chouette quand une idée rencontre son marché, quoi. Parce que Ouais, ouais, c'est... ouais, ça, bah oui, ouais, ouais, ça, ouais. Je suis le premier content, hein. Ouais, tu m'étonnes. Après tout le mal que je me suis donné, etc., c'est vrai que putain, c'est cool quand je reçois des mails régulièrement en disant et comment si on veut vous distribuer, comment ça se passe, blablabla. Et je fais, putain, c'est quand même cool, quoi. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je suis content. Je me suis donné du mal, mais ça vaut le coup, quoi. Et que les gens ils recherchent ça. Et quand j'échange beaucoup avec mes clients finaux qui achètent sur les e-shops. Là, encore hier, avec quelqu'un, il m'a acheté en un an, c'est sa troisième paire qu'il achète. Et du coup, on échange et il est hyper content. Enfin, ça me fait plaisir parce que ça me motive, ça me donne de l'énergie. Et je me dis, bah, je fais pas tout ça pour rien, quoi. Je vois Oui. que les gens sont contents de porter ça, de participer à ce projet-là, et voilà. Je me suis pas donné tout ce mal pour rien. Et du coup, pour revenir sur le Japon, le fait de vouloir te développer au Japon, ça a eu quand même quelques conséquences pour ta marque, et notamment le fait que tu as dû changer de nom. C'était pour des raisons de prononciation locale ou parce qu'il y avait des choses, une marque, un nom équivalent en local, comment ça s'est fait du coup?
Ouais, non, en fait, j'ai eu des problématiques de propriété intellectuelle avec le premier nom qui s'appelait OTH pour Off the Hook, Mhm. euh, où en fait il y a une boutique au Canada qui s'appelle OTH pour Off the Hook et qui vend du Nike, Adidas, etc. Et la personne, en fait, au lancement, était assez virulente et agressive et me menaçait de procès. Donc, oh là là. Alors moi, j'avais les droits pour l'Europe. Oui. Donc, je savais en fait que dès que j'allais sortir de l'Europe, en fait, je testais le marché, voir si ça allait fonctionner ou pas. Mhm. Et je savais à partir du moment où si ça fonctionnait et que j'allais sortir de l'Europe, il fallait que je change de nom de marque pour éviter cette problématique avec la personne au Canada. Et c'est ce qui s'est passé quand le distributeur japonais est venu me voir là en mars dernier, en mars 2020. Pendant le premier confinement, j'ai vu que je savais que ça allait fonctionner avec ce distributeur-là, j'ai tout fait pour faire le changement de nom de marque qui est passé de OTH à OTA. OTA, c'est pour On the Asphalt, avec un nom du coup en gros qui est beaucoup plus en rapport, on va dire, avec la semelle en pneu, Mhm. le retour sur l'asphalte, le retour sur la route. Et beaucoup de complexité parce qu'il faut déposer un nouveau nom de marque, il faut créer un nouveau logo, changer tout l'URL du site web, Ah changer bah toutes les oui. adresses mail, etc. Enfin, je m'en serais bien passé, mais voilà, au moins là, je suis tranquille. J'ai ce nom de marque qui est pour le monde entier. Donc, si jamais là, j'ai une personne aux US qui serait potentiellement intéressée pour la distribution, au moins là, je sais que je peux y aller, quoi. Tranquillement. Oui, exactement. C'est important aussi. Euh, donc maintenant, le Japon, les États-Unis, bon, bah c'est presque le monde, quoi. Ouais, alors bon, je croise les doigts, je touche les bois pour les US. C'est vrai que Ouais. j'aimerais beaucoup parce que j'ai eu des demandes déjà de personnes sur place, que ce soit des clients finaux ou des Mhm. distributeurs, et que ça me permettrait vraiment de mettre un gros coup d'accélérateur aussi à mon projet. Donc on verra bien. Et après, à long terme, moi mon idée, parce que c'est toujours l'idée j'essaie d'avoir qui était mon idée de production locale. En fait, à long terme, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien avoir des bassins de sourcing différents suivant les marchés. C'est-à-dire que pour le marché asiatique, je produis au Vietnam, par exemple, Mhm. et pour le marché US, je peux produire, je sais pas, au Brésil ou au Mexique, pour le marché US, par exemple, ou nord-américain, D'accord. euh, à qualité égale, évidemment. Mhm. Oui, bien Ça, c'est sûr. plus ma vision à long terme. D'accord. Oui, c'est finalement d'être toujours au plus proche des différents marchés pour que Exactement. l'intégrité, en tout cas, de ta démarche soit conservée au final. Ouais, exactement, et pas produire. C'est pour ça que moi, l'Asie, tout de suite, ça a été mort aussi. Je m'étais dit, je vais pas produire à l'autre bout du monde pour ramener en France, quoi. Mm. Et je vais en France. Ouais, c'est sûr. Et du coup, toi, comment tu as vécu cette année si particulière avec le Covid et tout ça est-ce que enfin, comment ça a impacté, en tout cas, le développement d'OTA? Alors, Ou ça n'a pas changé grand-chose, peut-être, je sais pas. non, je vais pas. Alors, je vais par rapport à plein d'autres. Je vais pas me plaindre par rapport à plein d'autres entreprises ou d'autres secteurs qui doivent beaucoup plus souffrir que moi. Clairement, c'est pas l'idéal, surtout quand on lance, parce que déjà lancer une marque, lancer un projet dans un contexte normal, c'est déjà très compliqué. Alors un contexte comme ça, c'est d'autant plus compliqué, mais je vais pas non plus me plaindre parce qu'encore une fois, j'arrive avec une offre qui répond vraiment à la demande actuelle, quoi, où tout le monde se rend compte qu'on consomme trop, qu'on fait trop de déchets, etc., et les gens commencent à réfléchir à modifier leur façon de consommer. Donc je vais pas me plaindre parce que voilà, évidemment ça aurait pu être mieux, ça aurait été mieux sans ça Mhm. au niveau du boulot, mais bon, ça s'est quand même très bien passé. Et puis ça a permis de se retrouver pendant 2 mois confinés en famille, de passer un peu de temps, enfin voilà, de se recentrer aussi sur des choses peut-être un peu plus importantes aussi, quoi. Et Oui, oui. c'est ce qui fait bien aussi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et à côté de ça, tu as aussi quand même des belles communautés sur les différents réseaux sociaux. Alors c'est vrai que actuellement, je trouve que c'est aussi un des nerfs de la guerre, à la fois avec l'aspect financier, mais l'aspect réseaux sociaux permet quand même de se faire connaître. Toi, c'est quelque chose que tu as investi tout de suite dès le départ? Ouais, même avant le départ, en fait, j'ai commencé à le faire Mhm. pour expliquer un petit peu ce que je faisais, etc. J'avais eu l'occasion, la chance de discuter avec William, le fondateur d'Asphalt,
qui m'avait donné des conseils dans ce sens-là, en disant le plus tôt possible, essaie de discuter de ce que tu fais, de montrer, en fait, d'être transparent, de dire un petit peu ce que tu fais, ce que tu recherches, etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire le plus tôt possible. Et alors c'est via les réseaux sociaux beaucoup, mais aussi ce qui marche extrêmement bien et ce que les gens à quoi les gens adhèrent beaucoup, c'est des envois de newsletters de manière très tranquille, hein, de pas les abreuver de newsletters, mais je vois avec le nombre de personnes qui ouvrent mes newsletters, où à chaque fois dans les newsletters, j'explique aussi un petit peu ce que je fais, etc. Bah, je vois qu'il y a un vrai intérêt. Les gens, en fait, ça les intéresse, et c'est ce qu'on disait en préambule. En fait, il y a besoin d'éduquer les gens parce que, en étant le plus transparent possible, parce que moi, je suis le nez dedans toute la journée, et donc je connais ça, je vais pas dire sur le bout des doigts, mais je connais ça très bien. Mais quelqu'un qui toute la journée est soumis à plein d'infos dans tous les sens, à par exemple la Conscious Collection de H&M, etc., où on a l'impression que c'est absolument formidable ce qu'ils font, etc. Bah, si on gratte, on se rend compte que c'est pas si formidable que ça. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'éduquer le maximum les gens, et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe aussi par les newsletters, ça passe par des podcasts comme on est en train de faire, ça passe par la presse d'une manière générale, voilà, pour expliquer aux gens. Oui, mais je suis d'accord que la pédagogie est essentielle, en fait, et la transparence de pouvoir donner finalement aux consommateurs qu'on est la possibilité d'avoir un choix qui soit éclairé au final. Exactement, et de manière toujours très objective, sans être donneur de leçons, sans vouloir dire voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment juste, et Loom est extrêmement fort là-dessus. On en parle souvent, et en gros, c'est juste dire voilà ce que je fais. Et maintenant, à vous de vous faire votre idée. En votre âme et conscience, et c'est à vous de décider, mais moi voilà ce que je fais, et en toute transparence. Et du coup maintenant au TA, donc il y a toi, il y a combien de personnes est-ce que tu as embauché? Une personne m'a rejoint plutôt en octobre, et là je suis en train de penser à une deuxième personne potentiellement. D'accord. Justement, c'était mon interrogation du matin sur mon vélo en venant au boulot. Là, je me dis, il y a faudrait peut-être que je prenne une nouvelle personne aussi, parce que tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est que ça, c'est le revers de la médaille, c'est que devoir éduquer, enfin pas éduquer, mais donner le maximum d'informations, être le plus transparent possible, ça demande énormément de temps pour communiquer. Et ce temps, moi, je l'ai malheureusement pas trop. Je l'avais un peu plus avant, mais là, je l'ai pas trop. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de personnes pour m'aider là-dessus, quoi. Oui, c'est essentiel. Et puis, ça permet aussi d'accélérer le développement, que toi, tu puisses te concentrer sur des sujets qui vont permettre de faire grandir OTA, et que tu puisses aussi passer la main sur des choses, des tâches qui sont peut-être plus délégables, ou des gens qui ont des compétences que toi, tu n'as pas. Oui, non, mais clairement, au niveau communication, alors je suis vraiment, quand je vois ce qu'ils arrivent à faire sur Photoshop ou en montage vidéo, etc., je fais ok, je préfère le laisser à des professionnels, quoi. Et non, et c'est vrai que moi, ça me permet de me prendre plus de recul, d'être moins la tête dans le guidon, et de prendre plus de recul pour initier des nouveaux projets, comme là, l'idée qui vient de sortir là au mois de janvier, c'est proposer des produits 100%, des chaussures 100% en matériaux recyclés, par exemple, d'aller toujours plus loin dans le recyclage, avec mon credo qui est de transformer des déchets en produits désirables qu'on a envie de porter. Parce que je pars du principe que pourquoi reproduire de la matière alors qu'on a déjà beaucoup de choses à disposition qu'on peut réutiliser, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, c'est soit des stocks dormants. Des stocks dormants, ça c'est du upcycling, mais même du recyclage. Alors le cuir, moi je suis un gros défenseur du cuir, parce que le cuir, ça reste déjà à la base un sous-produit de l'industrie alimentaire. On n'élève pas des bêtes pour leur peau, mais pour la nourriture. Donc si on les transformait pas en maroquinerie ou en chaussures, en fait le cuir serait brûlé ou enfoui sous terre. Donc c'est déjà une forme de recyclage. Et puis après, là, je fais du cuir recyclé, je fais du caoutchouc recyclé, du plastique recyclé des océans, ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'essayer de recycler des matières pour les transformer en produits, quoi. Oui, tout à fait. Et tu disais tout à l'heure que tu étais en autofinancement pour le moment. Est-ce que tu réfléchis à une levée de fonds, ou pas forcément? T'as pas forcément ce besoin-là pour ton développement à l'heure actuelle?
Ouais, alors forcément, plus tu as de finances, plus tu peux te développer. Clairement, ça, Ouais. y a pas de secret. Pour l'instant, enfin évidemment, si j'ai un investisseur qui vient et forcément, ça me ferait réfléchir parce que ça permettrait de mettre un gros coup d'accélérateur. J'en ai pas besoin aujourd'hui parce que je suis en autofinancement et ça se passe plutôt pas mal. Mais voilà, il y a des choses, il y a des discussions, il y a des, je sais, enfin, il y a ça m'est arrivé d'avoir des business angels qui sont venus me voir, ou des fonds d'investissement qui m'appelaient, qui prenaient rendez-vous, ce genre de choses pour essayer de tâter un peu le terrain, de voir un peu où j'en étais, etc. Je suis pas fermé à ça, si c'est fait en bonne intelligence et que c'est pas, enfin voilà, que si la personne a les mêmes valeurs, partage les mêmes valeurs et souhaite le même succès du projet pour ses engagements éco-responsables, plutôt que ses bons résultats financiers et qui se dit tiens, c'est peut-être une bonne idée d'investir là-dedans parce que je vais me faire plein de pognon à la fin. Donc voilà, le choix, si jamais ça se passe, le choix de la personne sera beaucoup plus important que le montant qu'elle peut amener. Voilà. Oui, que ce soit vraiment quelqu'un qui puisse t'apporter peut-être quelque chose en termes d'accompagnement, en termes d'expertise aussi, pour poursuivre le développement de TA, plutôt que quelqu'un qui veut un retour sur investissement rapide, quoi. C'est exactement ça. Donc en gros, les fonds d'investissement, je les ai plutôt mis de côté. J'ai compris leur mode de fonctionnement et j'ai dit c'est pas ça qui me conviendrait. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, pour la suite, donc, ok, il y a le développement commercial sur de nouveaux pays. Est-ce que en termes de produits, tu restes sur la basket ou est-ce que tu veux aller chercher d'autres modèles de chaussures? Comment tu vois les choses? Alors pour l'instant, je vais déjà essayer de bien faire de la basket. Mhm. Parce que c'est un vrai métier qui est très différent de la fringue, etc. Donc, je vais me spécialiser là-dedans pour le moment. Et j'avais ça dans un coin de ma tête à un moment en me disant, pourquoi pas faire un vestiaire complet avec des matériaux recyclés, etc. Mais il y a d'autres marques qui le font extrêmement bien et qui le font beaucoup mieux que ce que je pourrais faire, à mon avis, comme Opal, la marque Opal, qui le fait très bien, Loom ou Noyoko, qui le font très bien aussi. Donc, je vais rester sur de la basket pour l'instant. Et ce qui me donne aussi la chance de pouvoir travailler sur justement sur des collaborations avec ce type de marque où on se dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc ensemble, vous faites pas de chaussures, moi je fais pas de fringues, on essaie de faire quelque chose ensemble, quoi. Mhm. Donc voilà, et je reste sur de la basket pour essayer vraiment de bien la travailler, et il y a déjà assez à faire, quoi. Et Oui, du oui. coup, et niveau développement, et comme je te le disais, là, j'ai réussi là à lancer un modèle vegan, enfin, parce que Ah, j'avais des génial. demandes. Ouais. Et c'est un modèle vegan et éco-responsable. J'insiste sur le et en majuscule et souligné. Parce que, alors ça, c'est vraiment mon avis juste perso, moi, de mon côté, ça n'engage que moi, mais en fait, je voulais pas proposer un modèle vegan qui utilise du plastique vierge. Parce qu'en fait, tous les matériaux véganes sont faits à base de plastique, voire 100% à base de plastique. C'est du polyuréthane ou du polyester ou ce genre de choses. Donc, je voulais Mhm. pas je voulais pas utiliser ce matériau-là, utiliser du plastique vierge. Par exemple, tout ce qu'on a à la mode, là, le cuir de pomme, le cuir de raisin ou le cuir d'ananas, tout ça, faut savoir que la majorité de ces matériaux-là sont constitués en polyuréthane parce qu'ils ont besoin de liant entre les matières pour en Oui. faire un matériau. Donc moi je m'interdis en fait aujourd'hui d'utiliser ce type de matériau-là parce que c'est pas ma vision de l'éco-responsable de mettre plus de plastique sur le marché. Mhm. Donc je cherchais, et là j'ai trouvé en fait avec un fournisseur un matériau qui est en caoutchouc recyclé. C'est mon usine de semelle qui est une usine zéro déchet et qui transforme ses chutes de production en caoutchouc recyclé. Voilà. Et du coup ça je l'utilise pour la tige. C'est vegan, c'est recyclé et en plus c'est imperméable. Et il n'y a pas de plastique vierge dedans. D'accord. Donc ça Ouais, ça c'est super chouette. C'est ça que c'est aussi une demande de plus en plus, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que parfois ce qui est vegan n'est pas forcément éco-responsable, quoi. Ouais, c'est ce que je dis en fait parce que j'échange beaucoup avec les végans quand même qui parfois de manière un petit peu agressive me disent ouais tu peux pas dire que tu es éco-responsable, et je dis toujours il faut pas confondre cause animale
et éco-responsable. C'est deux choses qui sont différentes. Donc si on peut allier les deux, il n'y a pas de souci. Mais moi, faire des chaussures, utiliser à la place du cuir un matériau qui fait un 100% en polyuréthane, c'est hors de question. J'ai pas envie. Oui, bah oui. Mais c'est la position de la marque, quoi. C'est ma position, c'est la position de la marque. Et bah tu vois Arnaud, on a bien discuté et je vois le temps qui passe et on arrive gentiment mais sûrement vers la fin du podcast. Déjà, je te remercie en tout cas de ton temps, d'avoir partagé ainsi l'histoire d'OTA et tes projets et comment tu vois les choses. J'ai trouvé ça super intéressant. Avec grand plaisir. Et donc, je voudrais te poser quelques questions de fin de podcast. Ce podcast s'appelle La Boussole. Et pour moi, la boussole, ça indique certes le nord, mais ça indique surtout une direction. Et donc, si tu avais un message à faire passer, quel serait-il ? Un message à te faire passer, par rapport à la boussole, tu vois, c'est au niveau de ma marque, moi, je parle pas je parle pas que de recyclage je parle pas que de recyclage, je trouvais ça moralisateur et donneur de leçons. Et pour parler de cette semelle en pneu, comme je remets le pneu sur la route, je lui donne une seconde vie, il reprend la route au pied des gens, je parle de road trip et d'aventure, et chaque design a le nom et les coordonnées GPS d'un lieu dans le monde, qui est un lieu insolite et connu, qui est assez sympa à découvrir. Je fais un shooting sur place, il y a une carte postale qui est glissée dans chaque boîte à chaussures, etc. Donc, par rapport à un message à faire passer, ce serait juste dire aux gens, poussez les portes, regardez ce qu'il y a derrière, allez là où les autres ne vont pas, échappez-vous, amusez-vous et sortez des sentiers battus, quoi, tout simplement. Super. Et est-ce que tu as des rituels dans ta semaine, ou même au-delà des rituels, des moments qui pour toi sont importants pour ton équilibre ? Tous les moments où je m'occupe de ma fille, le matin, le soir, le week-end. Super. Et est-ce que tu aurais par hasard un livre ou un film ou une série à nous conseiller ? Alors ça, j'avais vu ta question. Film, série, c'est non, pas possible. J'ai pas de télé, j'ai jamais de télé. Et du coup, livre, je lis énormément et franchement, je saurais même pas te dire. Tu vois, c'est genre sur une île déserte. Qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte ? Alors, ce serait pour avoir le temps vraiment. Ce serait relire La Recherche de Proust, par exemple, les 7 tomes, ou les frères Karamazov, tu vois, par exemple, ou Guerre et paix de Tolstoï. Enfin, tu vois, des trucs qui prennent bien du temps, etc. Sinon, toute la Beat Generation avec Bukowski, John Fant et son fils Dan Fant, qui est très cool. Enfin voilà, mais il y a tellement de trucs, je saurais même pas te dire. Il y en a plein. Il faut surtout être curieux en fait, au final. Ouais, exactement. Ou Céline, tu vois, par exemple, Céline, c'est quand même, c'est hyper cool, Céline, un nouveau style littéraire, enfin incroyable. Et tout ça, c'est hyper différent. Tu prends entre Tolstoï et Bukowski, ça n'a rien à voir. Oui. Mais être curieux et voir, lire différentes choses, quoi. Ça marche. Et enfin, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast ? Alors, des invités, il y a plein de mecs hyper sympas avec qui je travaille, avec qui je suis en contact, etc. J'en aurais plein à te dire. Je peux penser, il y a un mec que j'adore, qui est extraordinaire, et ce qu'il fait, je trouve ça vraiment tellement, tellement bien. C'est Florian de la marque Routine. Je ne sais pas si tu connais. Et lui, il a un projet absolument dingue qui est de rapatrier tout le savoir-faire des montres en France pour faire du Made in France. Et c'est la seule montre qui est origine France garantie. D'accord. Et il se démène dans tous les sens pour rapatrier le savoir-faire en France. Et c'est un mec hyper bien, enfin vraiment bien. Et qui vient de partir de nos bureaux pour s'installer à Marseille. Et je suis un petit peu triste qu'il nous ait quittés. Ok. Ça marche. Eh ben écoute, je retiens, puis je prends un contact avec lui. Je te remercie beaucoup. En tout cas, Arnaud, je ne manquerai pas de mettre toutes tes références vers OTA dans les notes du podcast. Et puis, je vais suivre avec grande attention la suite de l'aventure. Merci infiniment, Claire, pour ton temps, en tout cas. Merci. C'était avec grand plaisir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.